Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour pour la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono, remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits mûrs, peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle collection, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes gourmands. Bonjour. Dans la série de nos carnets que nous consacrons aux artistes gastronomes, il était difficile de ne pas partir à la recherche du temps perdu aux côtés de Marcel Proust, l'inventeur de la madeleine, qui fait rejaillir les souvenirs, fondement de son œuvre, et toujours basé sur les sens, au premier rang desquels le goût. C'est tout naturellement à Illier-Combré, dans l'Eure-et-Loir, que nous nous sommes rendus, où se trouve la fameuse maison de la tante Léonie. Alors nous allons pousser la porte de cette maison miraculeusement préservée pour nous asseoir à la table de Marcel Proust avec ceux qui savent lire entre les lignes et nous livrer le goût de Marcel Proust. Bouchée à la reine, bœuf mode en gelée, pot de crème au chocolat, le menu va être gourmand tout en restant littéraire. Et on commence par l'immanquable visite de l'église d'Illier, église Saint-Jacques. Et d'ailleurs, il se pourrait que la Saint-Jacques ait inspiré la forme de la madeleine, la bouclée bouclée. Avec son style gothique flamboyant, sa charpente et sa voûte remarquablement décorée, l'église Saint-Jacques, bâtie entre le XIe et le XIIIe siècle, est un monument historique incontournable, classé depuis 1907. Au croisement de deux pèlerinages, celui de Saint-Jacques-de-Compostelle et celui du Mont-Saint-Michel, l'église est également au cœur de l'œuvre de Marcel Proust, qu'il a rebaptisée pour l'occasion église Saint-Hilaire. La gastronomie est faite surtout de temps perdu, disait un journaliste gastronomique. Voilà une phrase que Marcel Proust prendra au mot pour écrire son œuvre. Dès sa plus tendre enfance, Marcel Proust souffre de troubles respiratoires. Ses repas sont une préoccupation de tous les instants pour ses parents, qui se procurent les meilleurs et les plus coûteux produits de l'époque. À 15 ans, ce fils de médecin se décrit d'ailleurs dans une lettre comme un mangeur insatiable et raffiné qui engloutit une cuisine gargantuesque. Tout jeune romancier et poète, Marcel se délecte dans les salons du tout Paris, les restaurants à la mode du quartier de la Madeleine et les soupers d'après-théâtre et café-concert. Il organise ses propres dîners littéraires où il dresse lui-même les plans de table et s'occupe en personne des menus. Mais de plus en plus malade, Marcel Proust se cloître chez lui dès 1906, à 35 ans, et débute la rédaction de son œuvre romanesque en 7 tomes, à la recherche du temps perdu. Dans chaque livre, on y mange beaucoup et partout, avec une gourmandise enfantine dans son premier tome du côté de chez Swann, avec la fougue adolescente dans son deuxième tome, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et sur un mode mondain et raffiné dans les 5 tomes suivants. D'ailleurs, les cuisinières de la famille, à la ville, deviennent dans ses livres Françoise un personnage central qu'il compare tantôt à un grand prêtre au rituel sacré, tantôt à l'artiste Michel-Ange. Il notera même dans ses carnets « Comparer mon livre au bœuf de Françoise, il faut qu'il ait bu le jus jusqu'au fond ».
Il est temps de découvrir la maison de Tante Léonie, d'ailleurs ouverte au public, avec une passionnante et passionnée lectrice de Marcel Proust. Anne Borel, professeure en lettres modernes, a consacré nombre de ses recherches et écrit un bel ouvrage sur l'art culinaire dans l'œuvre de Marcel Proust. Je ne pouvais pas mieux tomber. Bonjour Anne. Bonjour Julie. Ça me fait plaisir de vous voir et surtout dans cette maison. Mais oui, bien sûr. En J'y ai vrai passé beaucoup de temps, j'y ai fait beaucoup de choses. C'était très entourée agréable. de tous ces livres qui évoquent l'œuvre de Marcel Proust. Mais avez-vous encore des choses à apprendre sur Marcel Proust? Tous les jours, on en découvre tous les jours. Donc cette maison, c'est une maison qui appartenait, non pas à ses parents, mais à son oncle et sa tante, c'est ça? Oui, à sa tante, la sœur de son père, le professeur Adrien Proust. Alors moi, si je suis là, c'est pour parler de cuisine, de gastronomie, de goût. Il n'y a pas que la Madeleine dans l'œuvre de Proust. Vous n'avez pas idée le nombre de goûts, de nourriture, de plats, de tables. De citations dans son œuvre liées à la table, quoi. Mais il y a un nombre incalculable de mets les plus différents. Puis il y a les personnages liés à la cuisine. Voilà, exactement. Il y a la fameuse cuisinière qui s'appelle, dans la réalité, Félicie Céline, et dans la fiction Françoise. Dans cette maison, si vous voulez, on est un pied dans la réalité, il y est, et un pied dans la création, dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Alors vous m'emmenez la visiter, cette maison? Oui, on va commencer par la cuisine, bien entendu. Le royaume de Françoise, qui commande aux forces de la nature, devenues ses aides, comme dans les féeries où les géants se font engager comme cuisiniers. Dans la cuisine familiale, ce n'est pas Françoise, la mythique cuisinière imaginée par Marcel Proust, qui s'affaire, mais Monique Baillot, une habitante d'Illier-Combray, qui a baigné toute sa vie dans l'univers de l'auteur et qui apprécie autant sa cuisine que ses textes. Bonjour Monique. Elle prépare d'ailleurs une salade d'ananas et de truffes. Expliquez-moi un peu la genèse de cette recette. On la retrouve dans l'œuvre de Proust, j'imagine? Oui, on en trouve une mention à propos de Swann. On l'envoie chercher pour une salade d'ananas. Et c'est Madame la mère, la mère du narrateur. La mère du narrateur, du héros, qui compte beaucoup sur ce plat pour éblouir l'invité de marque. Et l'invité de marque la déguste dans un silence diplomatique. C'est un ambassadeur. Alors, donc, la salade est finie finalement. 2 ingrédients? Tout à fait. J'aime bien. C'est très simple. On va à l'essentiel. Et c'est très bon, parfumé. Mais alors, je crois que vous m'avez préparé ou réservé une seconde recette. Des petits pots de crème au chocolat. Ah, et alors le pourquoi de la crème au chocolat? Parce que la nourriture, c'est aussi de l'art. Et Proust, à la fin d'une énumération des réserves de Françoise et de ses menus, une crème au chocolat nous était offerte, fugitive et légère, comme une œuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui aurait refusé d'en goûter en disant « j'ai fini, je n'ai plus faim », se serait ravalé au rang de ces goujats qui, au présent qu'un artiste leur fait d'une de ses œuvres, se lèvent avant la fin du morceau au nez du compositeur. Oh mon Dieu, c'est le chocolat est devenu musique. Tout ça à partir d'une crème au chocolat. Ça, si c'est pas proustien. Bon, ben merci Anne. Alors on va continuer. On va essayer d'être à la hauteur du souvenir de Marcel Proust avec notre crème au chocolat. Et je vous retrouve tout à l'heure pour visiter le reste de la maison. Eh oui. On commence par casser des œufs, une douzaine. Ah, quand même. Pour 200 grammes de chocolat. Donc, il faut mettre le blanc ici et le jaune ici. D'accord. Et alors, la cuisine vous intéresse, ça j'ai compris. Oui. Et Marcel Proust aussi. Alors, Marcel Proust aussi. Si vous prenez Proust à petite dose, vous vous rendez compte que c'est notre enfance dont il parle. On a tous notre Madeleine de Proust. Et puis surtout, quand on s'y plonge un peu, c'est souvent très drôle. Et il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Mais pourquoi pas, Julie? Allez, moi je vais prendre mon tablier alors. Alors, on met 200 grammes de sucre. D'accord. Pour les 12 jaunes d'œufs. Pour les 12 jaunes d'œufs et pour les 200 grammes de chocolat. Monique jette les morceaux de chocolat dans 1 litre de lait frémissant, tandis que je bats les jaunes d'œufs à la main, comme l'aurait fait Françoise à l'époque.
Pour ne pas qu'il y ait de la mousse sur les petits pots, il faut remuer sans arrêt. Ah oui, d'accord. Mais dites-moi, à l'époque, s'il venait ici jeune, c'était la fin du 19e siècle, ça devait être cher le chocolat, c'était un produit rare. C'était pas cher pour la famille Proust. Parce que c'était un commerçant qui avait réussi, c'est un commerçant qui avait de l'argent quand même. Le précieux chocolat est filtré pour éviter les grumeaux et intégré au jaune d'œuf. L'appareil chocolaté bien lisse est versé dans les ramequins. Il ne reste plus qu'à les enfourner 1 heure au bain-marie à 130 degrés. Bon voilà, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les cuit ici parce que le four... il y a très longtemps qu'il n'a pas servi. Oui, ça serait peut-être plus prudent que je les emporte et pour les faire cuire à la maison. Ah ben si vous voulez bien. Et je vous les rapporterai pour le banquet. Parce qu'il faut que ça refroidisse une fois la cuisson achevée. Merci Monique. Moi je vais retrouver Anne pour continuer la visite de la maison. Et je compte sur vous pour notre banquet. D'accord. Avant de retrouver Anne, je note la recette du dessert, si appréciée du père du petit Marcel, sous l'œil avisé de Jeanne, la mère de l'écrivain. Pour les pots de crème au chocolat de Marcel par Monique, munissez-vous de 12 œufs, 1 litre de lait, 200 g de sucre semoule et 200 g de chocolat noir pâtissier. Alors Anne, je suppose que là on est dans la salle à manger. Eh oui, avec la grosse lampe à suspension qui ne connaissait que mes parents et le bœuf à la casserole. On a reconstitué la salle à manger à partir du texte de Proust qui en parle en disant « Le matin, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où je n'avais pour compagnon silencieux de ma lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde. » C'est beau, c'est tellement... On a fait la salle à manger, on a fait ça. Nous empruntons le fameux escalier du haut duquel, chaque soir, avant de se coucher, le narrateur attend anxieusement un baiser de sa mère. Pour nous retrouver dans la chambre typiquement belle époque du petit Marcel. La chambre dite de Tante Léonie. Ah, dont le portrait, alors, là. Oui, c'est le vrai portrait. C'est le portrait. Vous voyez, Tante Léonie est une personne qui ne mange pas, ou très peu, mais elle ne sort pas de sa chambre. Et c'est dans cette pièce que surgit le fameux souvenir de la Madeleine, décrit par Marcel Proust dans le premier tome de son roman. Et au moment où je porte à mes lèvres le morceau de biscotte, pain grillé, et enfin biscuit et madeleine, quelque chose d'extraordinaire se passe en moi. Vous voulez dire que ça n'a pas toujours été une madeleine? Mais non. Non, c'était une biscotte, eh bien, vous la prenez. Un autre manuscrit, une autre version, il y a plusieurs cahiers. Nous, on est persuadés, lecteurs incultes que nous sommes, que dès le départ, il y avait cette madeleine. Mais non, finalement, c'est là aussi symbolique et métaphorique, à nouveau. Et avec une tranche de pain grillé. On ne peut pas créer ce petit gâteau court et dodu, à la robe si grassement sensuelle, et qui semblait moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Il a trouvé finalement que la madeleine était plus évocatrice. Elle était plus créatrice. Et l'auteur avait vu juste. La Madeleine résonne aujourd'hui pour tous, chacun a la sienne. Impossible de réaliser une émission autour de Marcel Proust sans vous proposer la recette de ces madeleines. Il y en a une qui a creusé le sujet plus que d'autres, c'est Maxime Beuchet. Elle a reconstitué la madeleine telle que Proust avait pu l'inventer, la goûter. Et elle en a même fait un métier, puisqu'aujourd'hui elle est à la tête d'un atelier qui réalise et distribue des madeleines dans toute la France. Maxime Beuchet habite au cœur du pays de Combray, dans un ancien moulin situé au bord du Loir. Un décor qui semble tout droit sorti de l'univers et des souvenirs normands de Marcel Proust. J'adore ce moulin parce que c'est l'âme de la Madeleine. Et une roue qui tourne, c'est le symbole du temps. Et puis de la farine, il y a l'époque du petit Marcel. On pouvait imaginer que le moulin fabriquait et produisait de la farine. Et on peut aussi imaginer que le fameux petit Marcel a goûté une madeleine fabriquée avec la farine de ce moulin. J'imagine, ou j'espère en tout cas, ne pas me tromper sur l'interprétation de la madeleine.
et de son univers. Parce que finalement, la Madeleine de Proust, c'est pas qu'une Madeleine, c'est tout un univers. Et ici, c'est ma source d'inspiration, c'est pas croyable. Une inspiration qui lui a donné envie de transformer le mythe littéraire en véritable douceur pâtissière. En prenant Marcel Proust au mot, Maxime a imaginé une belle recette de madeleine, sa version de la Madeleine de Proust. Donc là, je verse 150 g de sucre. J'ai mis 3 œufs. Là, je vais poursuivre ma petite recette. Je vais donc rajouter 6 centilitres de lait, les 30 g de miel. C'est la Rolls du miel. C'est un miel de sapin, c'est un miel particulier, qui a beaucoup de caractère, qui est très parfumé. Il a une note de noisette et un goût balsamique. Et ça me permet d'avoir effectivement une madeleine vanille avec le miel qui ne va pas dedans, mais qui va faire la rondeur du goût. Et donc là, après le miel, on a la petite pincée de vanille. Évidemment, ce n'est pas une vanille banale, hein. C'est la vanille Bourbon de Madagascar. Donc ça, la pure des merveilles, évidemment. Et puis, je vais ajouter le liquide, vanille. Et là, je vais lisser au maximum ma pâte. J'ai tous les arômes de la vanille là, qui viennent. Voilà, j'aime bien. Maxime mélange 10 g de levure chimique à 200 g de farine qu'elle tamise et verse dans la préparation. Mes parents étaient des grands lecteurs de Proust. Et mon père me demandait de lire régulièrement Proust, chose que je ne faisais pas. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même y mettre. Et là, effectivement, c'était une prise de conscience que Marcel Proust est plus qu'abordable. C'est la merveille. Et dedans, il y avait cette histoire de Madeleine de Proust. Donc je me suis dit, waouh, une gourmandise comme ça, ce serait dément de la faire ressusciter. Mais par contre, il fallait que ça soit la meilleure Madeleine du monde, parce que celle de Proust devait être la meilleure Madeleine du monde. Et puis, j'ai fait cette rencontre merveilleuse avec Camille Lessec. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon pâtissier. Et on a travaillé ensemble la recette pendant à peu près 1 an. Notre pâtissière littéraire verse 200 g de beurre tiédi dans l'appareil, mélange le tout délicatement dans un premier temps. Ça, j'aime bien aussi ce moment-là. Je trouve ça très joli, en couleur. Puis accélère le rythme pour obtenir 600 g d'une pâte bien lisse. Et là, la pâte, elle est superbe. Elle a la bonne élasticité, tout, c'est super. La pâte mise dans une poche à douille, Maxime peut garnir les moules qui viennent de loin. Ça, c'est des moules extraordinaires parce que c'est des moules qui datent de 1864, que j'ai trouvé chez un collectionneur qui a 6000 moules de madeleine. Et j'ai eu cette chance inouïe de tomber sur cette taille historique, qui est donc une madeleine de 200 g, totalement en forme de coquille de Saint-Jacques. Pour faire ce petit gâteau court et dodu, il fallait cette forme de coquille de Saint-Jacques, sinon elle n'aurait pas pu exister, la madeleine. Impossible. À l'époque, les madeleines avaient cette taille parce que c'était un gâteau qu'on partageait, comme on partageait tous les gâteaux, parce que la portion individuelle n'existait pas. Et on s'imagine bien tante Léonie partager l'une de ces opulentes madeleines avec le petit Marcel. Alors là, on est parti pour 20 minutes, pour les madeleines de 200 g, mais pour des madeleines plus petites, de 30 g, c'est 10 minutes, précisément. Maxime a développé ainsi toute une gamme de savoureuses madeleines aux saveurs de vanille, de citron ou encore de chocolat noir. Pour en faire profiter tous les gourmands ou nostalgiques de l'écrivain, elle a monté un atelier près d'Illier-Combray où une équipe de 10 personnes confectionne avec les meilleurs produits locaux et sans aucune mécanisation 15 000 madeleines par semaine. Des petits gâteaux que Maxime distribue dans les épiceries fines de toutes les villes où Marcel Proust a aimé séjourner. Pas question de passer à Illier sans en déguster une. Julie. On pourrait de la musique de l'extérieur. Tu as pu admirer
Les cygnes. J'ai admiré les cygnes, le moulin. C'est le Loir qui passe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gélie. Bonjour. Bonjour. Élise. C'est vous qui étiez en train de jouer. C'était moi. C'était beau d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ce morceau? C'est une mélodie française de Reynaldo Hahn. Ah bah oui. Peut-être une de ses plus connues. Reynaldo Hahn, c'était le grand ami, puis l'amant avant d'être l'ami. L'amour de Marcel Proust. Et forcément, la Madeleine et le tilleul pour rester dans l'univers de Proust. Voilà. Maxime a également invité une amie, Élise Archambault, cantatrice de métier, avec qui elle a créé un récital autour de Marcel Proust mélomane. Et alors, est-ce qu'on sait à peu près quel morceau de musique Proust écoutait? Reynaldo Hahn, on peut l'imaginer, mais est-ce qu'il avait des morceaux favoris? Proust a des goûts très contemporains, très modernes pour son époque, donc il aime la musique qui est écrite à l'époque où lui écrit également. Et ça se comprend parce que c'est un moment de l'âge d'or pour la musique française. Il aime aussi, bien sûr, Wagner. Il est cité plusieurs fois à La recherche du temps perdu. Par ailleurs, il avait une immense culture musicale. C'est-à-dire qu'il était musicien lui-même, il était pianiste. Ah oui. On lui prête même quelques compositions. Et ça, je rêve de trouver les ça partitions qui seraient écrites par Proust, de pouvoir les jouer. Mais je trouve, je ne sais pas si tu me rejoins, Élise, que son écriture est très musicale. Ah oui, non, mais ça, c'est spectaculaire. J'ai découvert un sens du rythme, mais d'une finesse incroyable. Comment il arrive à juxtaposer, par exemple, une série d'adjectifs très courts, et comment après, il va y avoir une longue coulée de phrases mélodieuses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait cet art, vraiment, de la diction, quand même, chez lui. Et alors, cette Madeleine qui tient une place si importante dans l'œuvre de Proust, et puis dans nos vies à tous, parce qu'on parle de la Madeleine, maintenant, c'est rentré dans le langage courant, qui fait remonter les souvenirs. Mais finalement, elle vient de quel livre, de quel extrait? C'est la première partie, le premier tome, donc du côté de chez Swann, qui raconte cette scène à 4 km d'ici. Donc chez Tante Léonie. Chez Tante Léonie, à Combray. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui d'un petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Ça donne envie d'en manger. Oui, là. Pour nous plonger totalement dans l'atmosphère de la Madeleine, Élise nous interprète une mélodie d'Ernest Chausson, un compositeur que Marcel Proust appréciait particulièrement. Quand ton sourire me surprit, je sentis frémir tout mon être. Mais ce qui domptait mon esprit, je ne pus d'abord le connaître. Quand ton regard tomba sur moi, je sentis mon âme se fondre. Du côté de chez Marcel Proust, au menu, nous aurons en entrée des bouchées à la reine. Ça fait saliver. C'est Jean-Jacques Jouteux qui va les préparer. Il nous reçoit dans sa maison, à Nonvilliers, à quelques kilomètres d'Illiers-Combray. C'est un ancien chef étoilé, donc il sait de quoi il parle, d'autant plus qu'il a une sensibilité qui pourrait le rapprocher de Marcel Proust par son intérêt pour les arts. Pour acheter tous les ingrédients nécessaires à la recette, Jean-Jacques, enfant du pays qui a retrouvé ses terres d'Eure-et-Loir, a un marché de prédilection, celui de Brou, qui réunit tous les meilleurs produits de la région. Dans les allées, il est comme chez lui. Vous allez bien? Bonjour, Ça va, oui, et vous? Impeccable, ça roule. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Monsieur Moussu n'est pas là? Non. Bon, c'est pas grave, vous lui ferez la bise de ma part. Magnifique, hein? Merci. Vous avez des choses exceptionnelles, franchement. Vous voulez goûter une petite huître? Ah, mais avec grand plaisir. Allez. Surtout qu'on est en bonne saison, là. Voilà, on est en plein dedans. Hein. Ah oui, ils sont magnifiques. C'est un beau produit. Quelle habilité! Vraiment, vous êtes un chef écaillé maintenant, vous n'êtes plus le roi du poisson. Ça, c'est une tenue en bouche. Et c'est long, c'est très long, le fouet.
très noisette. Voilà. Je parle la bouche pleine, c'est pas bien. Mais c'est vraiment excellent. Ça, c'est super. C'est un produit sublimissime. Nous retrouverons ces huîtres dont l'écrivain raffolait au banquet. Mais pour l'heure, Jean-Jacques a besoin d'une belle volaille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Oui. Vous avez pensé à ma poupoule? Oui. Votre poule, elle est prête, elle est devant vous. Elle a été tuée il y a longtemps? Hier matin. Parfait. Ouais. Elle n'a pas mangé de farine, j'espère? Ah non, elle a mangé du grain. C'est une poule de plein air. Ah, ça, c'est bien. Pour la suite des ingrédients, il se rend chez son boucher favori, juste en face. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je dois faire des bouchées à la reine pour une recette de Marcel Proust. Vous avez des riz de veau? Ah, il est là? Oui, j'ai des riz de veau, j'ai des belles boules de riz de veau, là. Ah, elles sont magnifiques, elles sont bien blanches. Voilà. Parfait, Hein? ça me va bien. Elles sont bien dégraissées, elles sont bien pareilles, elles sont magnifiques. La cervelle de veau. Alors, la cervelle qui va elle est là. bien entendu. Voilà. Ça va de pair, hein, pour faire une bonne bouchée à la reine. Oui. Vous les faites, j'ai vu, vous aussi. Oui, Ouais, alors mais- je l'ai fait également riz de veau, cervelle de veau. Mais pas la même sauce. Vous faites avec de la béchamel et moi avec de la sauce poulette. Et exactement. On a Voilà, fait c'est béchamel. deux choses différentes. Merci de votre gentillesse, comme d'habitude. Je vous en prie. À la semaine Eh bien, prochaine. Bonne journée à vous, monsieur. À la Merci, semaine au prochaine. revoir. Pas de problème. Au revoir. Oh, vous avez des belles poules, hein? Pour cette recette de haute volée, il a demandé à Maxime, sa grande copine, de jouer les commis. C'est connu, plus on est de fous, plus on cuisine. Tu vas prendre un champignon, Ouais, le couper en deux ouais, et en quatre. Et tu vas bien arroser comme ça dessus. d'accord. Je pense que je peux le faire. On va faire un bon jus qui va rentrer ensuite dans la sauce poulette, Ah, qui va garnir nos bouchées à la reine. Oh! Hello! C'est pas une illusion, c'est bien elle. oui, je crois. Parfait. Bonjour. Ah, bah tu dis. Voilà déjà à l'œuvre. Oh mon Dieu, c'est vous vraiment? Je crois que c'était une illusion là. Puisque ça travaille, moi je vais mettre mon tablier pour vous aider. Très bien. Avec grand plaisir. Donc là, nous sommes en train de préparer des bouchées à la reine. C'est ça, chef? Exactement, les bouchées à la reine. Les célèbres bouchées à la reine de Marcel Proust. Dans son livre Le côté de Guermantes, Marcel Proust choisit ce plat pour évoquer un repas mondain et aristocratique et se moquer au passage du personnage qui invite, réputé radin. « Cette petite bouchée !» s'écria Oriane. « Alors, c'est que nous serons au moins 8 !» écrit-il, un peu ironique. On sent qu'il y a du métier parce qu'effectivement, les gamelles en cuivre, c'est beau ça. Et il y a même ton nom dessus. Mais oui, Ah, c'était la classe. c'est pas la mégalomanie, mais c'est simplement Bah oui. que dans les brigades, on avait toutes nos casseroles qui étaient. Chacun avait sa gamelle, quoi. Chacun avait sa gamelle. Jean-Jacques fait blanchir des échalotes dans un mélange de beurre fondu et de jus de citron. Il y ajoute des champignons qu'il laisse suer à feu doux grâce à une petite astuce de pro. Et là, on va faire un petit couvercle avec un papier sulfurisé. Ça, c'est une bonne technique. Donc tu Ah fais un ouais. petit trou au milieu. Un petit trou au milieu. Voilà. Et on le met ici tranquillement. D'accord. Et ça va fondre tout doucement. Nous récupérons le jus de cuisson des champignons et des échalotes pour l'intégrer à la poule, qui a mijoté longuement. Puis nous égouttons les riz de veau, élément incontournable de la bouchée à la reine, préalablement pochée, avec quelques carottes, thym et laurier pour parfumer. Et là, ils sont cuits, mais vous voyez, Encore tendre, d'accord. et encore résistants. Puisqu'ensuite, ils vont retravailler en cuisson avec la sauce poulette. Avec Maxime, nous lançons notre atelier à 4 mains pour les nettoyer. Mais vous le faites vraiment très bien, c'est top. Ah bah attends, on est allé à l'école du riz de veau, nous, hein. On va peut-être ouvrir un Oui, restaurant. qu'est-ce que tu crois? Pendant ce temps, Jean-Jacques démarre la cuisson de sa cervelle à froid dans le bouillon. Maintenant que ça c'est en cuisson, on s'occupe de la poule peut-être? On va s'occuper de la poule. Allez. Merci Julie de me rappeler à l'ordre. Alors là, à mon place avis, il vaut mieux le au regarder. maître. Ouais. Alors, on va récupérer Ouais. que les blancs. D'accord. Ah bon? Ben, c'est tel que manger Marcel Proust chez Tante Léonie via la cuisine françoise, c'était ça. Et dans toute la cuisine bourgeoise, il prenait que les blancs. Nous taillons donc les filets de volaille en petits dés. Et là, on voit bien que le blanc, la cuisson longue, il est souple, on peut goûter. Très. C'est incroyable. Il est moelleux, il est C'est souple. moelleux, il est souple. Ah oui, oui. Très bien. Les champignons fondus sont réservés, la cervelle de veau est également détaillée, tous les morceaux de viande sont prêts. Dis donc, on comprend que ce soit un plat de reine, hein, parce qu'il faut, mais avoir un c'est fou. sacré bataillon de cuisiniers Mais c'est fou. à sa disposition pour faire ce plat. Bon, ben voilà, je crois qu'on a bien travaillé. Comment on va assembler tout ça maintenant?
à travers la sauce poulette que nous allons réaliser. La sauce poulette, on la fait maintenant, On va d'accord. la faire maintenant. La sauce poulette se réalise avec un roux classique, mélange de beurre et de farine. Ça aussi, c'est une des bases de la cuisine. Ah, ça, c'est la base. De la cuisine bourgeoise, de la cuisine ménagère. Roux que Jean-Jacques détend avec le bouillon de poule au fur et à mesure. La cuisine française n'est-elle pas une affaire de bouillon avant tout? Ah oui, c'est les bases. Y a-t-il des descriptions de sauce, de bouillon Énormément. dans la Énormément. cuisine de Françoise? Beaucoup. L'écriture de Proust, c'était une écriture très, je dirais presque gourmande. C'était une recette à part entière. Et je pense qu'il connaissait vraiment bien les recettes lui-même. Jean-Jacques ajoute de la crème fraîche pour texturer sa sauce. Et on n'y va pas mollo, hein? Non. Donc ça, c'est la sauce poulette. Ça, c'est la sauce poulette. Je t'en pique un peu, Ouais. tiens. On pourrait la manger comme ça, hein? Ah oui. Ouais, oui. Nous y intégrons tous les morceaux de viande, mis à part la cervelle qui sera ajoutée à la dernière seconde. La garniture est enfin prête. Ça fait envie. Hein, voilà, je crois qu'on est bien. Alors, il nous reste le feuilletage. Voilà. Ce serait dommage que ce soit fini. Pas tout à presque. Jean-Jacques a préparé une pâte feuilletée maison, bien sûr, qu'il abaisse à 3-4 mm et découpe à l'emporte-pièce des cercles de 9 cm de diamètre. Tu fais ton tableau. Je fais mon tableau, Voilà. oui, c'est ça. Voilà. C'est très créatif. Un genre de caldaire ou miro, je ne sais pas ce que je peux choisir, ou de launay, là. Oui. On fait un mobile avec ça. La pâte est colorée au jaune d'œuf avant de partir au four un minimum de 20 minutes à 180. Très bien. Alors, moi, je vais en profiter pour écrire tout ça sur mon petit carnet. D'accord. Et bonne chance à moi. Oui. Alors, pour refaire les bouchées à la reine à la façon de Jean-Jacques, armez-vous d'un kilo de feuilletage, d'une vieille poule, d'un jaune d'œuf, d'une noix de 500 g de riz de veau, d'une cervelle de veau, de vinaigre blanc, de 2 échalotes grises, de 300 g de champignons de Paris, de citron, de 50 g de farine et de 50 g de beurre, sans oublier 100 g de crème bien épaisse. Côté cuisine, mes 2 copains dressent une première bouchée à la reine. Tu ne baffes pas, essaie de le mettre bien au centre. Voilà, mais je regarde. S'il te plaît. Tu me dis stop, hein. Non, tu peux, il faut garnir. Un petit peu de crème. Encore un peu de crème. Un peu plus de crème. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. C'est parfait. Moi, je Là, Ah ouais, faut pas en mettre trop. Là, bah oui, hein. On remet le est petit d'accord chapeau? Ah oui, Ouais. oui. Allez. Et voilà. Ah. Et Et on est chez Tante Léonie. sculptural. Je pense que la reine aurait apprécié. Ah, c'est sympathique. Bon, on goûte quand même? On goûte? Bah oui. Allez. Alors? C'est bon. Ah, c'est vraiment très très fin. hein. C'est étonnant, hein. Ah, c'est C'est vrai parce qu'il y a qu'il différentes des- textures. Ouais, différentes textures enrobées par cette sauce si onctueuse, Non, franchement. veloutée. C'est bon. Tiens, Ah je oui. goûte ton feuilletage. Ouais. Oh là là, c'est d'une légèreté. Mais tiens, Oh là là. incroyable. On croirait qu'on Ah ouais, n'avait vraiment. pas mangé. C'est un nuage. Un nuage. C'est une vraie bouchée à la reine. Ah oui. Ouais. Là, je crois qu'on est dedans. Hein. Retour à Illier-Combré pour rencontrer Gisèle. Gisèle fait partie, elle aussi, de la Société des Amis de Marcel Proust. Et elle a pris sa retraite à Illier-Combré par amour pour Proust. Alors évidemment, elle a eu envie de nous faire découvrir un lieu cher à l'auteur et qui l'a beaucoup inspiré dans son œuvre. C'est le jardin du Pré-Catelan, le jardin du fameux Swann dans l'œuvre de Proust. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait... J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Bonjour Gisèle. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous prends en pleine lecture. Oui. Je m'installe avec vous. Alors ce jardin, il a été conçu, imaginé par l'oncle de Marcel Proust. Oui, c'est ça. L'oncle de Marcel Proust, qui était un grand personnage ici, un notable, disons. Donc il a imaginé ce jardin vers 1850 à peu près. Et il avait une passion pour la botanique. Il avait une passion pour l'horticulture, c'était un de ses loisirs. C'est un jardin qui n'est pas du tout semblable à celui qu'il avait créé, puisque c'était un jardin à l'anglaise, un peu romantique,
Est-ce qu'il y a quand même des arbres qui datent de cette époque-là? Oui, il y en a encore 3. Le grand platane que vous voyez ici, donc, qui prend toute la place. Il y a le grand sapin de Norman derrière vous, là, juste derrière vous, le tronc blanc. Et puis derrière lui, il y a le grand chêne géant pédonculé. Marcel Proust est venu ici pendant son enfance. Et c'est ici qu'il a conçu tous ses souvenirs d'enfance, d'ailleurs, qu'il retrace du côté de chez Swann un peu plus tard. Oui, puisque finalement, Illier-Combré, c'est vraiment du côté de chez Swann. Hein. Oui, tous les souvenirs d'Illier sont concentrés dans ce livre-là. Le jardin de 7 hectares en bordure du Loir est d'ailleurs classé depuis 1999 monument historique, en mémoire de l'œuvre littéraire de Marcel Proust. Car l'auteur, qui pouvait déambuler des heures entières entre les bâtisses orientales, le cours d'eau ou la Charmille, s'est amusé à le restituer, d'après ses souvenirs, dans ses livres. Vous voyez le toit, petit toit pointu. Je vois. C'était là que se situait le pavillon des archers. Et le petit Marcel venait pour y lire. On apercevait le clocher de l'église. Et il adorait le regarder depuis ce petit pavillon-là. Tout est imprégné de Marcel Proust ici. Sans oublier la haie d'aubépine, dont le parfum fascine le petit Marcel, et qu'il quitte à regret à la fin de ses vacances. Alors c'est ici que Marcel venait, avant son départ sur Paris, dire adieu aux aubépines. Eh ben, on va dire adieu aux aubépines, nous aussi. Voilà. Et puis on va retraverser le jardin. Voilà. Pour finir ce périple sur les traces littéraires et gourmandes de notre Marcel, je vais retrouver Anne Borel au château de Roussainville, un lieu que l'écrivain connaissait bien et qui apparaît à plusieurs reprises dans son roman Du côté de chez Swann. En fine connaisseuse, Anne a décidé de mitonner une recette qui lui semble emblématique de l'œuvre de Marcel Proust, le bœuf mode en gelée. Un chef-d'œuvre culinaire pour l'auteur qui a même écrit « Ainsi allais-je écrire mon livre comme Françoise faisait son bœuf mode ». Bonjour Anne. Oh, quelle surprise. Bonjour Julie. Je vous saisis en plein bœuf mode. En pleine création. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes en train de faire rissoler les morceaux. Les plus beaux morceaux de rhum sec, de jarret de bœuf. Là, je reconnais un peu de paleron aussi. Oui, mais ça, c'est ma recette. C'est votre recette. Ça, c'est la recette de Proust que je vous disais qui n'est pas très orthodoxe. Mais... Nous attendons que les pièces de viande soient bien roussies avant de les mouiller jusqu'à hauteur avec un vin blanc sec. Ici, un Bourgogne à ligoter. Alors moi, je suis pour le mouillage au vin. Entièrement, vous voulez dire pas d'eau? Ah, pas d'eau. Je ne mets pas un verre d'eau et un verre de vin souvent, blanc. on fait les deux. Moi, je suis assez généreuse pour... Alors, j'y vais. Donc, à hauteur de la viande, c'est ça. Hein, c'est ça qui donne le goût à la gelée. Alors, on rajoute les pieds de veau? On rajoute les pieds de veau. C'est ça, des morceaux de pieds de veau? Qui va donner sa gelée. Ouais. Et oui, puisque c'est la gélatine du pied de veau qui va communiquer la gelée. On va mettre aussi les lardons que je prends en guise de barde de lard. Donc on ne sale pas parce qu'on a déjà le lardon, c'est ça? Non, même pas. On sale quand même. On sale. On va saler, poivrer. Voilà. Bouquet garni pour chacune. Voilà. Et un brin de persil. Je le mets comme ça? Oui, très bien. Très bien. Dites-moi, Marcel Proust a fréquenté ce château? Il y est venu? Oui, il y est venu. C'est un lieu assez inquiétant et fascinant pour lui. Ah oui? Oui, il s'abrite dans les bois de Roussainville quand on craint l'orage. Roussainville est bien marqué sous sa véritable identité. C'est rare. Non. Oui, c'est rare, parce qu'il y est devient Combré, mais Roussainville reste Roussainville. Reste Roussainville, avec toute une idée. Donc là, nous attendons 1h30 au minimum. Au minimum. Vous savez, ça peut être 3 heures, ça peut être 5 heures, ça n'en sera que meilleur. Ça n'en sera que meilleur. Absolument. Le temps retrouvé. Le temps. Quand on demande son secret à Françoise, comment il se fait qu'on ne trouve pas chez les grands restaurateurs une daube aussi parfaite où la viande a pris le parfum des carottes. Elle dit en parlant d'eux, ils font cuire trop à la va-vite. Et puis pas tout ensemble. Il faut que la viande, elle devienne comme une éponge et que le bœuf, il ait bu tout le jus jusqu'au fond. Et la description était aussi précise. Ah, mais pour le bœuf mode, vous avez tout. Et c'est le temps, l'ingrédient absolu de la création.
Le temps que tous les morceaux de viande fondent dans la cocotte, je pars noter la recette dans mon humble petit carnet. Le bœuf mode gelé de Marcel, ou plutôt de Françoise, et aujourd'hui d'Anne, se prépare avec 1 kg de pointe de culotte de bœuf, 200 g de petits oignons grelots, 200 g de carottes nouvelles, 50 g de poitrine fumée, un pied de veau, 4 œufs, 1 litre de vin blanc sec, un bouquet garni, du persil et un peu d'ail. Me revoilou. Alors, bah dites donc, ça a bien réduit là, vous avez tout réuni dans une cocotte. Oui. Est-ce que c'est le moment de rajouter les oignons? Oui. Oui, Oui, alors bien on y sûr. va. Alors, je vais poser ça là, ce sera plus facile. Hop. Donc, oignons grelots Oignons et quelques grelots, une gousses d'ail. trentaine et une... Oui, ça ça. c'est Entière? ma touche personnelle. Je les mets entières? Oui. Ça parfume différemment de l'oignon et c'est très subtil. Qui vous a appris à faire la cuisine? Moi-même. Ah bon? Je suis assez autodidacte dans beaucoup de matières. Alors, je mets les carottes comme ça? Oui, oui, c'est très bien. Et là, on repart en cuisson. On rajoute du sel ou non? C'est bon, on en avait mis assez. Hop, Voilà. suffit ou encore un peu? Oui, oui, ça Voilà. sera joli pour la déco. Et ça repart en cuisson encore 1h30? Et ça repart. Au minimum. On laisse cuire, je vous Bon laisserai abordage. dresser. Oui. Et puis moi, je vais accueillir les invités pendant ce temps-là. Mais oui, très bien. Monique, notre amatrice littéraire et pâtissière, arrive les bras chargés de ses desserts. Bonjour Monique. Oh, comme c'est joli. Magnifique, Bonjour, Julie. merci. Un bisou. Entrez, entrez, bienvenue au château. Venez Monique, regardez. Voilà la salle à manger. On est bien reçus quand même, hein? C'est magnifique. Ah ouais, je veux dire que... On peut faire toc toc toc. Ouh. Il y a quelqu'un? J'ai le plaisir d'accueillir Maxime, Madame Madeleine, Salut Maxime. Oui. accompagnée d'Élise, notre cantatrice proustienne, Cette délégation d'huîtres, là, faut m'expliquer. et de Jean-Jacques, notre chef au grand cœur, venu avec ses bouchées à la reine. Ces feuilletés sont magnifiques, c'est bouché à la reine. C'est bouché à la reine. Ouais, très joli. Les plateaux d'huîtres sont un joli clin d'œil à l'artiste. Elles viennent directement de la côte normande, les côtes fleuries de Marcel Proust. Ah, mais oui. Ce sont des seins vastes. Et oui, puisqu'il fréquentait assidûment la côte normande, que ce soit Cabourg ou Trouville. Exactement. bien sûr. Ah oui, il faut mettre du citron sur les huîtres de Marcel Proust. Oui, de la gourde de cuir d'un citron tombent quelques gouttes d'or. Ah. Donc Ah, on c'est a le joli. droit de mettre. Donc on a le droit. Parce Est-ce que c'est vrai un conseil à ton avis? C'est Est-ce une que c'est un citation, conseil? c'est la présence de Proust avec les huîtres, qui les D'accord. voit comme des petits bénitiers de pierre qui arrivent sur la table dressée de temple de la gourmandise. Sacrément bonne. Excellent. Elles ont un goût assez puissant parce qu'il y a un courant perpétuel autour de l'île. Et c'est ce qui donne cette particularité à l'huile de... Ils ont vraiment ce fameux goût de noisette. Voilà. On leur prête si souvent, mais qui là est légitime. hein. Voilà, est légitime. Il y a un mythe de Proust qui ne mange pas et qui ne se Oui, nourrit que de c'est café ce au qu'on avait lait. dit. Oui, mais les gens ne retiennent qu'une petite parcelle de sa vie. Il a vécu quand même 51 ans. Il était très glouton. Il est devenu glouton parce qu'il n'était pas assez de bonne santé. Un peu freluquet. Alors, quand il est en vacances, il énumère toutes les quantités phénoménales de nourriture qu'il nourriture, oui, ingurgite vous m'aviez- par an. Et voilà. Nous allons donc faire honneur au goût de Marcel Proust en commençant par déguster les fameuses bouchées à la reine. Oh, regardez qui arrive voici avec les les fameux bouchées. Les bouchées à la reine. Et voilà. Elles tiennent bien. Hein. Ouais, elles sont Regarde. super, c'est un édifice. Un édifice. Impressionnant. Oh, mais regardez comme c'est beau. Le silence est important, même inquiétant. Surtout à la la fin. pâte remarquable. Hein. Surtout Quelle à la finesse. Ouais. Croustillante et parfumée. Il est comblé. À point. Comblé. Et Monique, est-ce que c'est le genre de plat que vous pouvez faire? Alors, non, j'ai pas essayé de faire des bouchées à la reine parce que je manque toujours de temps. Oui, on Je y suis revient. à la recherche du temps perdu. On y revient. D'une manière ou d'une autre, les écrits de Marcel Proust résonnent intimement pour chacun de mes invités. J'étais, je pense, comme beaucoup de personnes. J'avais commencé Un peu Proust. intimidée? Disons, j'avais lu sans doute un peu trop jeune. Et donc, jamais jusqu'au bout. Et puis, après, j'en ai gardé une image d'un personnage dont l'œuvre était difficile d'accès. Et ça, c'est vraiment une grossière erreur.
parce que j'ai découvert un monde d'une fluidité, d'une richesse, d'une simplicité, d'une accessibilité très grande. J'écoute avec tellement de passion. C'est tellement extraordinaire la manière dont vous parlez de cet être humain qui est Marcel Proust, que je connais peu. Et j'ai envie de rentrer dans la recherche. Dans la recherche. Vraiment. Et soudain, comme le disait Marcel, le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre cuisine sur d'énormes cristaux de gelée semblables à des blocs de quartz transparents. J'avais envie de vous demander quelle était votre madeleine à vous. Chacun a sa madeleine. Alors, je parle d'une madeleine gustative, je parle d'une madeleine culinaire, savoureuse. Mais qu'est-ce qui évoque des souvenirs d'enfance en particulier? Moi, j'en ai un là qui me vient... c'est l'asperge. Ah oui? Et tu mangeais des asperges étant enfant? Ah, mais énormément, parce que je suis sartoise. Ah bah oui. Voilà, mes parents avaient une propriété vraiment dans la capitale de l'asperge. Donc je crois que Marcel Proust parlait de plumer les asperges. Ouais. Et alors nous, on les plumait pas du tout, on rabotait l'asperge. Alors moi, j'ai un souvenir beaucoup moins élégant que les asperges de Maxime. Je me revois dégustant en cachette de mes parents des barres chocolatées. Eh oui. Et d'ailleurs, je me souviens une fois où ma mère est entrée dans la chambre alors que je dégustais mon petit péché mignon et j'ai balancé la barre chocolatée dans un coin et elle a rebondi sur mon bureau. Ça fait donc en fait, j'ai été totalement démasquée. Délicieux, Anne, non? Très, très, très bon. Alors Monique, vous, votre madeleine à vous? Ma madeleine, c'est plutôt les jeudis après-midi que nous passions chez ma grand-mère. Parce qu'elle était un fin gourmet, une bonne cuisinière. Et donc, elle nous apprenait à faire les gâteaux. Et je la vois encore dans la cuisine, en train de remuer la chatte. Et j'en suis encore tout émue. Et elle disait toujours, si tu mets des bonnes choses dans ton gâteau, il sera bon. Même s'il est raté. Ah non, c'est vrai. Il sera bon parce qu'il sera riche de cœur, c'est vrai. Ça se rapproche un peu. Si je suis devenu cuisinier, c'est un peu grâce à cette madeleine. C'est que j'ai promis un jour à ma mère qu'elle était en difficulté de santé, de lui faire la cuisine toute sa vie et toute ma vie. Donc je lui ai fait la cuisine toute ma vie jusqu'à ce jour. C'est un peu aussi sensible que ça, quoi. Mais incroyable. Voilà. Ah oui. Et Anne, alors, est-ce que vous avez une madeleine? J'ai une friture de goujon. Parce que je suis née au bord de la Loire, à Nevers, et mon grand-oncle et mon grand-père m'emmenaient pêcher. Et en fait, maintenant, je demeure au bord de la Loire, et j'ai eu des fritures de goujon qu'un pêcheur voisin m'a amené. Et à chaque fois que je mange une friture de goujon, je vous assure, je repars en arrière. Bon, bah là, on a le menu de notre prochain repas, lorsqu'on va se retrouver d'ici quelques mois. Et on peut se permettre de te renvoyer la question? Alors, ouais. Ah bah oui. Alors moi, j'oscille entre deux souvenirs. L'un qui est un peu comme le tien, indicible, mais que je vais vous livrer quand même, parce que c'est mon enfance culinaire, c'est-à-dire à peu près le niveau 0 de la cuisine. Donc moi, c'était des biscottes sur laquelle je mettais une tranche de fromage, mais attention, c'était une tranche de fromage préemballée dans du plastique, utilisée pour les mauvais hamburgers, que je mettais sur la biscotte, et tout ça allait dans le micro-ondes, et j'attendais que ça fasse des grosses bulles. Ah oui. Ça, c'était mon plaisir d'enfance, voire même d'adolescence, je ne crains pas de le dire. Et puis, il y avait quand même, parce que j'ai passé toutes mes vacances, alors moi, j'avais mon Illier-Combré à moi, qui était dans l'arrière-pays niçois, et là, il y avait une dame du village qui venait nous faire des farcis. Et ces petits farcis, j'étais cuits très longtemps et compotés et concentrés. Et quand j'ai commencé à faire la cuisine vers l'âge de 20 ans, première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée voir Lydie et je lui ai dit « Donne-moi ta recette de tes farcis ». Et puis j'ai essayé, évidemment, ça n'avait rien à voir, mais le moment était partagé, voilà. Alors Anne, je vais te poser une question. Est-ce que Marcel Proust avait réellement l'habitude, dans les repas où il invitait ses amis, de prendre son assiette et d'aller à côté de chacun de ses convives pour leur parler en intimité? On dit ça. En fait, oui, quand il ne pouvait pas être en tête-à-tête, qui était sa relation privilégiée, pour parler intimement à chacun, il se rapprochait. Il faisait le tour. Voilà. Est-ce que vous faites pareil? Ça m'arrive. Voilà. Notre artiste gastronome n'aurait pas conclu un bon repas sans dessert. C'était un bec sucré notoire. Monique apporte donc les pots de crème au chocolat.
et Anne, la fameuse salade d'ananas et de truffes. Comme c'est joli, alors j'avoue que j'aurais jamais pensé mélanger des truffes avec de l'ananas. Dites donc, on est gâtés à la table de Marcel Proust. Hein. Merci beaucoup, merci Monique. Oh, ça marche bien. Parce que la truffe en dessert, version sucrée, c'est pas forcément évident. Et là, ça marche très bien. Voilà. C'est extraordinaire parce que ça va tellement bien ensemble. Et avec le petit jus, comme ça, la macération, on peut faire un granité, quelque chose de glacé. Puis à présent, si l'un de vous veut profiter de ces merveilleux pots de chocolat, c'est très savoureux parce que le dosage est parfait et la température Elle est aussi. légère. Moi, je continue à mélanger les 3 saveurs. Riche d'émotions. Le chocolat. Hein oui, quand tu mets un petit peu de chocolat avec l'ananas, moi, ça, j'adore. D'accord, très bien. C'est ce qu'on dit en Angleterre. En voici une. Elle est belle, elle a une belle bosse. Hein. Bien dodue. Ah oui, c'est sûr. Aux agrumes aussi. Alors, qu'avez-vous pensé de ce voyage du côté de chez Proust? J'espère que vous avez été aussi émus que moi quand on vous a donné envie de venir ici à Illiers-Combray, de pousser la porte de la maison de la tante Elisabeth Léonie, de visiter l'église et puis surtout peut-être aussi de redécouvrir la Madeleine de Proust ou de retrouver la saveur de la vôtre. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas avant tout d'ouvrir le roman pour retrouver ce monde universel, tendre, si particulier qu'est celui de Marcel Proust. Salut!